De tout temps, l'homme a voulu franchir les limites. Traversant les montagnes, défiant les déserts, franchissant mers et océans, puis s'envolant dans les cieux. La nouvelle limite, l'espace. Découvrons ensemble les outils qui nous ont permis de dépasser cette frontière. Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Aujourd'hui nous allons étudier le fonctionnement du V2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Lors de l'épisode précédent, nous avons vu les généralités concernant le V2. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie technique. Comme vous le savez déjà, le V2 est un missile balistique sans pilote. Il était guidé par un système gyroscopique avancé qui envoyait des signaux aux pattes de direction aérodynamique sur les ailettes et les ailettes d'échappement. Il était propulsé par un alcool, un mélange de 75% d'alcool éthylique et de 25% d'eau, et d'oxygène liquide. Les deux liquides étaient livrés à la chambre de combustion par deux pompes rotatives, entraînées par une turbine à vapeur. La turbine à vapeur fonctionnait à 5000 tours par minute avec deux combustibles auxiliaires, à savoir du peroxyde d'hydrogène à 80% et un mélange de 66% de permanganate de sodium avec de l'eau à 33%. Ce système produisait une poussée d'environ 24 947 kg, soit 244 kN au départ. Le V2 transportait sa charge utile et explosive pesant environ 738 kg. Avant le lancement, le V2 vide pèse 4,5 tonnes. Les batteries à air et les batteries à azote sont remplies jusqu'à 200 bars, donc environ 200 fois l'atmosphère terrestre, et la fusée pèse maintenant 12 tonnes. Les câbles électriques sont maintenant connectés et les gyroscopes eux-mêmes alimentés par du 28 volts 60 ampères. Les câbles sont connectés jusqu'au lancement, les batteries prennent soin de l'alimentation électrique pendant le vol. Une fois que tout est réglé, l'air sous pression, à 32 bars, presse le peroxyde d'hydrogène et le permanganate de sodium dans la turbine de 580 chevaux vapeur. Cela provoque une rotation de la turbine de 3800 tours par minute. Cette turbine déplace deux pompes qui injectent de l'alcool à 23 bars via 1224 buses. On parle là d'une alimentation de 58 kg de carburant par seconde quand même. Et de l'oxygène liquide, 17,5 bars, via 2160 buses, soit 72 kg par seconde. Tout cela dans la chambre de combustion. Le mélange est allumé et une température de 2500 degrés Celsius et une pression de 15 bars est atteinte. A ce stade, le moteur ne produit pas assez de poussée pour soulever le V2. Peu de temps après avoir vérifié que la propulsion fonctionne correctement, la vitesse de combustion augmente et les câbles sont déconnectés électromagnétiquement. La température de la chambre de combustion du V2 est d'environ 2700 degrés. Cette paroi est refroidie par l'alcool éthylique liquide circulant à travers la double paroi du tube du faisceau et de la chambre de combustion, qui a également chauffé l'alcool éthylique. Dans le processus de combustion, d'abord l'oxygène est injecté sans entrer dans l'air, puis la combustion se fait spontanément en raison de la pression et de la chaleur. Pendant le temps de combustion, environ 60 secondes, le V2 est dirigé par 4 safrans en graphite et 4 ailettes, situées au niveau des ailettes. Les aubes 1, 2, 3 et 4 sont commandées par un gyroscope. Il garde l'axe de la V2 vertical. Les gouvernails 2 et 4 sont commandés par un autre gyroscope. Ils prennent soin de l'angle de la fusée pendant le temps de combustion. Ce dernier gyroscope est contrôlé par un troisième gyroscope qui s'assure que le premier miles sera droit. Après quoi, il tourne jusqu'à ce que l'altitude correcte soit atteinte. Cette altitude est maintenue jusqu'à ce que la vitesse soit suffisamment élevée pour atteindre la cible. Enfin, la dernière, le gyroscope coupe l'alimentation en carburant. Après l'arrêt, la fusée agit comme une coquille d'artillerie légère. Entièrement alimenté, le V2 contenait 4900 kg de A-Stoff,
qui était l'oxygène liquide avec une température de moins 180 degrés Celsius, et 3710 kg du mélange de 75% d'alcool éthylique et de 25% d'eau appelé B-Stuff. Alors B-Stuff, pas B-Stuff comme à McDo. La fusée transportait également 175 kg de T-Stuff, qui était constitué de 80% de peroxyde d'hydrogène, de 22 kg de Z-Stuff, qui est un mélange de 1 tiers de permanganate de sodium et de 2 tiers d'eau. La poussée initiale au décollage était de 3 tonnes, ce qui prenait 3 secondes pour l'observation d'un bon allumage, et augmentait jusqu'à 25 tonnes maximum lorsque le V2 était allégé avec les réservoirs presque vides. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? On commençait par une poussée à peine supérieure à 1 G au décollage, et à l'arrêt du moteur, 8 G. Pour le V2, il fallait 6967 kg de matière première, sans parler des explosifs et des dispositifs de guidage, dont 3 tonnes de tôle mince, d'épaisseurs différentes en fonction de leur utilisation. Par exemple, sur la peau extérieure. Le prix moyen d'un V2 était de 119 600 Reichsmark. Pour améliorer la précision du V2 au cours des derniers jours de la campagne, le Leitstrahlstellung était un faisceau de guidage. Un quart de toutes les fusées V2 ont été guidées avec le faisceau. Pour information, le V2 impactait le sol à 3 fois la vitesse du son, autant dire que vous l'entendiez pas venir. Le V2 a été équipé du premier grand moteur de fusée de production de l'histoire. Alors, quand je dis qu'il s'agissait d'un moteur de production, j'entends par là qu'il était produit en série. Les ingénieurs faisaient quand même des modifications supplémentaires qu'ils souhaitaient apporter au moteur avant qu'il ne soit prêt à le considérer comme fini. L'un de ces changements concerne la méthode d'injection du propergol dans la chambre de combustion. La version de production du moteur V2 était équipée de 18 coupelles de brûleurs. Chaque coupelle avait 3 rangées de bus de carburant, 2 rangées près du fond et une autre rangée autour du sommet. Elles avaient également un certain nombre de trous simples percés à travers sa paroi pour laisser entrer du carburant supplémentaire. Au sommet du centre était placée l'alimentation d'oxygène. Les propellanes, donc carburant et comburant, tourbillonnaient en se mélangeant, préchauffant avant d'entrer dans la chambre de combustion à proprement parler. Les brûleurs étaient disposés en 2 cercles concentriques, l'extérieur avec 12 et l'intérieur avec 6. Au centre de la partie supérieure de la chambre de combustion, à l'intérieur de la bague intérieure des coupelles de brûleurs, se trouvait la soupape de carburant principale du moteur. Alors que le corps de la chambre de poussée était à double paroi, vous vous rappelez, le combustible circulait entre les 2 parois pour refroidir la tuyère. Le haut de la chambre de combustion avait 3 parois formant les chambres de tête inférieure et supérieure. Je ne suis pas sûr que la traduction soit bonne, mais d'après Google, ce sont des chambres de tête. Les carburants de refroidissement arrivent dans le collecteur inférieur entre les parois intérieures et centrales en refroidissant la structure. Avant l'allumage du moteur, la soupape de carburant principale dirigeait ce carburant du collecteur inférieur vers l'entrée de la turbopompe via une conduite de circulation. À l'allumage, la soupape de carburant était actionnée, admettant du carburant dans le collecteur supérieur, remplissant la zone entre la paroi des tasses du brûleur et pulvérisant dans les tasses du brûleur via les bus de carburant et les trous de jet. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'espère que vous l'avez pas remarqué, mais j'ai vachement galéré pour cette vidéo. Du coup, j'espère que ça a été quand même suffisamment clair. N'hésitez pas à dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, à lâcher un like si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end.